Je suis née à Téhéran à 11-11-67, au sein d'une famille iranienne, je dirais, moyenne. J'arrive à Paris avec mes parents, tous les deux inscrits pour leur doctorat dans les années 70. Mon père aux Beaux-Arts et ma mère à la Sorbonne. Je trouve vraiment la France telle que je l'aime même aujourd'hui. Les gens qui étaient très ouverts. À mon retour en Iran, mes parents, du fait de leur doctorat, ont eu des hauts postes, des postes importants. Et donc, jusqu'en 79, où les événements ont fait tout chambouler, et ben, l'Iran était arrivé au même point à l'époque, 79, que le Canada, que l'Australie. Il y avait une grande masse de population moyenne, il y avait un très faible taux d'analphabètes, il y avait une très grande décentralisation. Tout le monde me tarissait d'éloges sur le Shah d'Iran. Et ce qui est très étonnant pour moi, c'est qu'est-ce qui a pu bien se passer dans ces années 78-79 pour que le discours fût ainsi. Et les journalistes tannaient le Shah d'Iran sur les tortures infligées dans ses prisons, mais aucun journaliste n'a autant questionné Khomeini sur les meurtres qu'il perpétuait. 3000 prisonniers politiques ont reproché au Shah d'Iran que, bon, il y a l'histoire derrière, c'est un contexte, c'est pas anodin en soi, c'est vrai, mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que du jour au lendemain que M. Khomeini est arrivé et que tous les journalistes étaient là pour son accueil, plus personne n'a posé la question sur les 3000 prisonniers qui étaient tués chaque jour dans les prisons pour faire de la place à tour de bras. Quand il y a véritablement la terreur qui règne, et ben là c'est bizarre, il n'y a personne qui en parle. Après la révolution islamique, ben nous on a eu comme cours obligatoire l'arabe littéraire classique qui nous permet de lire le Coran, ce qui n'est pas le cas des personnes issues des pays du Maghreb qui ne parlent que des dialectes. Nous avons eu des cours de religion islamique et de rhétorique islamique vers la première et le terminal. J'ai eu de la chance d'avoir une mère qui, elle était quelqu'un de très très ouvert, très intelligent. Elle a acheté 13 Corans, dont 2 ou 3 d'interprétation que si M. Khomeini trouvait ça chez nous, ben on était bon pour la pendaison, pour la lapidation en tant que femme. La langue arabe a cette particularité avec... c'est une langue qui est faite de consonnes, donc pas de voyelles. En variant un seul accent, on peut varier le sens du mot. Le Coran, ben, normalement, selon certains ulémas, il est interdit d'interpréter le Coran, et d'autres qui en font une science carrément, que de l'interpréter, de le lire, de le relire. Il est dit que la religion est libre. Donc à partir de cette phrase, on se demande comment le mot « kafar » est né, parce que « kafar » veut dire mécréant. Mécréant par rapport à quoi si la religion est libre? Beaucoup de versets qui mènent beaucoup à la haine raciale et la haine des autres religions. Je leur demandais, mais pourquoi le prophète avait été si dur avec les juifs et les chrétiens, puisque sa cible c'était les personnes qui idolâtraient, les marchands d'idoles. Alors tous prennent le ton de M. Khomeini, un ton traînant, qui explique avec beaucoup de bienveillance qu'il me donnait comme exemple, si un jour j'avais 2 enfants, un qui était un peu bête et l'autre intelligent, et ben j'étais en attente plus avec celui qui était intelligent. Donc, d'où les juifs et les chrétiens ayant eu la parole, eh ben, le prophète était beaucoup plus dur avec eux parce qu'eux savaient qu'il était le dernier, qu'il bouclait la boucle et qu'il se devait de se convertir à sa religion. Le prophète lui-même est leader guerrier et leader du djihad. Cet islam que nous apprenions, nous le vivions aussi tous les jours. Pendant mes examens de bac, toutes les nuits, il y avait des bombardements de la part d'Irak. Donc nous sortions des villes pour nous mettre à l'abri. Eh bien, pour nous punir, on nous interdisait de re-rentrer le lendemain pour passer l'examen. C'était bien d'être martyr. Bonjour, vous êtes mari et femme? Non, ça se voit, vous avez un comportement trop affectueux. La police des mœurs, les pastarons des mœurs, c'est des voitures 4x4 avec 4 personnes, 2 devant, 2 derrière, mitraillettes à la main, qui se baladent dans les rues, rien que pour voir
s'il n'y a pas de garçon avec une fille, s'il n'y a pas une fille qui est trop mal vêtue, si nous n'avons pas de comportement douteux qui laisse penser qu'il y a de l'alcool ou des... C'est inimaginable. Et c'est des punitions quasiment immédiates devant tout le monde. Les coups de fouet, si on écoute la musique ou si un garçon et une fille se tiennent la main, et puis un mariage forcé derrière. Alors paradoxalement, ces mêmes messieurs qui font ça, quand ils voient une fille dont ils ont beaucoup envie, il y avait une voisine, elle était très très jolie, un pastaron voulait absolument faire un ciré avec elle, c'est le mariage temporaire qui est permis dans l'islam. Ça peut durer de un quart d'heure jusqu'à quelques jours. Voilà, c'est une atrocité, pour la condition féminine, c'est même pas imaginable. Ce que nous avions en Iran avant pour la femme et ce qu'on a eu après, c'est terrifiant. La charia respecte tellement la femme que dans le Coran même, sur les versets de Nessa, la femme, il est bien indiqué que la femme héritera de la moitié de l'homme et que pour tout témoignage masculin, il faut 2 témoignages féminins pour l'annuler au moins. C'est-à-dire que c'est vous dire combien la femme compte. En sortant du lycée, on avait une fille qui rigolait beaucoup et ce jour-là, son voile glissait sur sa tête. Constamment, elle remettait. Ben, il y a une femme pastaran qui arrive avec sa mitraillette, elle le pose à côté, elle dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» En rigolant et légèrement, elle me dit « Excusez-moi madame, ça tombe tout le temps. » Elle dit « Attends, je vais te l'arranger. » Elle arrange et tout, elle lui met bien sur le front et avec une punaise, elle l'enfonce et dit « Maintenant, ça ne tombera plus. » Voilà. Il y avait de temps en temps des filles qui me faisaient monter à l'arrière des voitures et qu'on ne revoyait plus ou que l'on revoyait quelques mois après, ayant souffert le martyre, ayant été violées à tour de bras par plusieurs personnes à la fois. Et voilà, si elles étaient vivantes, c'était pire, j'allais dire. Il y avait un hammam féminin et une bombe est tombée dessus et ça n'a fait que finalement ébranler les murs et elles étaient toujours vivantes. Et nous avons entendu les cris, nous avons accouru pour les sauver, mais bon, pas moyen. Nous voyons les tractopelles, les pastarans arriver. On était tous très soulagés, on était prêts à remonter les manches pour leur donner un coup de main. Et finalement, c'était pour mieux les bétonner et les couvrir qu'ils étaient là. Voilà, ça c'est l'islam. Elles étaient nues, et puis être martyr, c'est très très bien. C'est la meilleure des fins qui puisse arriver. Pas même notre voisin ne savait que nous sortions. Nous avons tout laissé comme si nous allions revenir, avec tous les biens, les comptes bancaires et tout, tel quel. Nous n'avons rien pu sortir, rien. Enfin bref, donc toute une vie à rebâtir à partir de miettes, de se reconstruire aussi pareillement, au niveau psychologique, après une guerre, après des horreurs, et avec beaucoup de difficultés financières. En 1979, il y a l'équilibre parfait entre le franc et le toman. Au final, nous sommes sortis. Pour un franc, il fallait 17 tomans. L'euro vaut 5000 tomans. Il est arrivé en disant que c'est l'islam des pauvres, pour les pauvres. Or, depuis, le nombre de pauvres n'a jamais cessé d'augmenter. Les gens font 3-4 boulots pour s'en sortir. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on revient en France. Et bizarrement, je ne retrouve pas la France des années 70, de mon enfance. Il y avait une volonté d'excellence. Le directeur d'école nous donnait des prix. Ça n'existait plus, les rangs n'existaient plus. Les enfants avaient le droit de tutoyer les professeurs. Il y a des élèves qui chahutent, et du fait qu'ils sont très violents, d'une extrême violence, les professeurs, les proviseurs se plient, ne disent rien, et un enfant comme les miens, pour une gomme qu'il n'a pas, il y a 2 heures de colle, ça me fait peur, c'est tout sauf du droit. Et ben, on a eu des cas, malheureusement, de professeurs qui ont essayé de faire un peu preuve de bravoure, mais qui se sont trouvés avec des vitres cassées, des menaces à la sortie de l'école. Le profond respect que je sentais vis-à-vis des étrangers dans les années 70, jamais j'entendais même le mot raciste. Jamais. Dans les années 80, je commence à entendre ça. SOS racisme, raciste. Le français est gentil, il est ouvert, il est accueillant, il est chaleureux. Il y avait une curiosité mêlée de respect. C'était très sain. C'était même valorisant. La mairie de Marseille m'a appelé pour me dire votre papier est prêt.
Je vais à l'accueil, je donne le numéro qu'on m'avait dit au téléphone, on me jette un papier. Vous perdez pas, surtout vous perdez pas, hein, on fait pas de duplicata. Au revoir. J'étais française. Allez faire un tour aux Émirats. Là, si vous avez envie de voir comment vous pouvez avoir la sensation d'être une petite entité de rien du tout, vous l'avez. En Iran, on a des termes très très péjoratifs. En Tunisie, il y a toute une partie de la population tunisienne qui est d'origine noire. Tous ces pays, même l'Iran, j'en parle très tranquillement, vous ne verrez jamais les gens avides de se faire bronzer, comme en Occident. Parce qu'ils ne veulent surtout pas ressembler à cette race inférieure. Quelle horreur! Des années, 15 années, j'ai été syndicaliste. Au nom de l'égalité, déjà, on a enlevé le droit à l'excellence. Il ne fallait pas d'élite. Donc il y a une lutte contre l'intelligence. C'est incroyable. Et or, la France a brillé dans le monde grâce à ses coups de génie, à son intelligence. J'ai jamais vu autant mépriser l'exception culturelle française. On veut la diluer. Et cette montée de l'islamisme que j'avais déjà vécue, vous savez, c'est horrible. Et le fait de ne pas sentir beaucoup de différence entre Tunis et Marseille, ça m'a fait beaucoup de mal. Et le pire, c'est quand vous voyez les mêmes choses au stade embryonnaire renaître dans votre pays, cette fois. Ben, ils arrivent à imposer leur loi, cette fois. Clairement, c'est la loi du plus fort, en même temps, même pas intellectuellement, la loi du plus fort vraiment physiquement. J'ai compris que le vote ne suffisait plus. Il fallait une action. Je suis française à part entière. Si j'avais envie de garder ce que j'avais vécu en Iran, ben, je n'aurais pas quitté l'Iran. Jamais je n'avais été traitée de la sorte. Ailleurs, je suis toujours restée d'origine iranienne. Alors qu'au sein de ce mouvement, il m'a suffi juste de dire que j'aimais la France et les Français, que j'étais attachée à ces valeurs, pour faire d'un coup, en quelques heures, partie d'une grande famille. Là, je retrouve quelques valeurs que j'avais cru perdues à jamais, la loyauté. Ça, j'avais perdu, c'était devenu comme en Tunisie. Les gens, quand ils vous donnent quelque chose, leur parole, vous pouvez être sûr que c'est l'inverse. Non, au sein de ce mouvement, non, la parole compte toujours. Une parole donnée, c'est sacré. Là, j'ai l'impression de jouer un rôle pour mon pays, pour mes compatriotes, pour mes enfants. Ces femmes et ces hommes qui ont fait son histoire. J'avais l'image du Front National avec Jean-Marie Le Pen, avec une dent qui dépasse. L'image me faisait peur. Et la réalité et ce que je vis au quotidien, non, au contraire. Ça me rassure énormément. Aujourd'hui, il ne faut plus se fier aux médias. L'islam dans les pays musulmans islamiques, c'est plutôt des partis de droite, jusqu'à l'extrême droite. C'est-à-dire que d'un côté de la Méditerranée, on est complètement à des années-lumière de la solidarité, du système social. On peut écraser un mendiant avec son 4x4 ou son Lamborghini. Puis quand on vient en France, on impose à la France, on crie qu'il faut que la France soit solidaire, qu'elle aide tout le monde. Les personnalités de gauche manquent beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Parce que eux, si les Français ne le savent pas, eux, ils savent pourquoi. Ils sont en train de se plier à cet exercice et cette manipulation. Et je crains fort que ce soit beaucoup d'ordre financier, intérêt, de pouvoir, de politique et d'argent. En tout cas, pas l'intérêt des Français. Dans les pays de droits de l'homme, on est vite mis à l'index. Bizarrement, tout est permis pour d'autres. Pour nous, aucune marge de manœuvre n'est permis. Le fait de ne pas ouvrir les frontières à tout le monde, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la xénophobie, c'est un comportement naturel de défense en période de difficulté. D'épiphénomènes, c'est devenu des phénomènes de société aujourd'hui. Si on laisse s'installer, il arrivera un moment où nous n'aurons plus la main dessus. Et même les politiques qui ont permis cela, je crains fort qu'ils n'aient pas calculé les retombées. Parce que ça se retournera fatalement contre eux-mêmes. On impose la tolérance pour les autres, on impose la générosité par les autres, on donne de la poche des autres. En plus, culpabiliser les Français aujourd'hui, c'est vraiment impardonnable. Les Français qui sont victimes d'une situation sont coupables. Coupables de quoi? D'être racistes,
d'être intolérants. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils se trouvent dans cette situation? C'est qu'ils ont été très tolérants, très ouverts, même trop. Et en tout cas, c'est très très malhonnête, ça devient insupportable.